Salut les filles! Salut Chris. Ça Bonjour fait 6 Chris. fois qu'on se dit bonjour, hein, parce qu'on est Bonjour censé Charlotte. filmer depuis 6 fois. Mais donc alors, Stéphanie, c'est la première fois que tu participes sur une capsule. Toi, tu es comportementaliste canin sur Amiens, Oui, donc chez Harmonia Canina. Charlotte, tu es donc en Belgique, avec oui. Waf de Fuck. Et donc aujourd'hui, on se voit pour parler de la protection de ressources. Donc un sujet important, puisque c'est un sujet qui malheureusement amène un risque de morsure non négligeable, avec des morsures parfois très graves. Ce sont des chiens qui peuvent ensuite être abandonnés, voire éventuellement emmenés jusqu'à l'euthanasie, et des humains ou des enfants fortement blessés avec des soins derrière. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'on entend, Stéphanie, par protection de ressources? Alors la protection de ressources, ça va être un comportement exacerbé de la part du chien vis-à-vis de quelque chose, un objet, un être humain, un endroit qui a une valeur importante, très importante pour lui. Et ce comportement, il va le développer parce que, en l'occurrence, un congénère ou un humain va passer dans une zone qui va être trop proche de cette ressource pour lui. Et donc, il risque dans ce cas, d'avoir ce comportement qu'on va juger agressif, où qu'il peut aller jusqu'à la morsure pour défendre, pour protéger cette ressource. D'où le nom de protection de ressources. Et Charlotte, régulièrement, on entend dire, voilà, mon chien a fait de la protection de ressources, c'est un dominant. Qu'est-ce qu'on Alors va non, répondre? ça n'a bien sûr rien à voir avec cette idée qui est complètement désuète. Si un Mm. chien fait de la protection de ressources, il y a deux raisons. La première, ça va être soit lié à la valeur de la ressource. Et la deuxième raison, ça va être lié à la nécessité de protéger cette ressource. D'accord? Donc, la valeur de la ressource, soit la valeur peut être intrinsèque, c'est-à-dire valeur que la ressource développe d'elle-même, comme par exemple la nourriture. On peut bien comprendre que la nourriture, c'est quelque chose qui est important pour tous les êtres vivants. Un jouet aussi, les jouets peuvent avoir une valeur qui est intrinsèque. Et puis à côté de ça, il va y avoir notre levier d'action, c'est-à-dire la valeur extrinsèque. C'est donc la valeur que on peut, nous, sans le vouloir, ajouter à cette ressource. Donc en fait, c'est ce qui va arriver si la ressource est rare, par exemple. C'est-à-dire si le chien, ne mange pas suffisamment ou pas en suffisamment de repas ou avec de la nourriture qui n'est pas suffisamment de qualité, ou ça peut être le cas aussi vis-à-vis des jouets. Si le chien n'a qu'un jouet et on le sort, juste pour travailler, bah, du coup ce jouet, il attrape une valeur qui est vraiment très forte, qui va être exacerbée. Et l'autre côté, comme j'ai dit, c'est lié aussi à la nécessité de protéger cette ressource. C'est-à-dire qu'il faut, pour que le chien protège la ressource, que, l'autre individu soit considéré comme une menace pour cette ressource. Donc que l'autre veuille lui prendre la ressource, que ce soit un autre chien ou un humain. Et chez l'humain, généralement, c'est très facile de développer ça chez son chien. C'est, quand on veut reprendre la nourriture qu'on vient de lui donner, on veut reprendre sa mastication, on va mettre sa main dans sa gamelle et cetera. En fait, l'humain qui était à la base positif vis-à-vis de la ressource, puisque c'est lui qui donnait la ressource, devient un compétiteur pour la ressource. C'est lui qui veut reprendre la ressource. Et donc, il y a ce besoin de protéger notre ressource. Protéger, donc ne pas perdre, en fait. C'est ça. Ne pas perdre. Et justement, quand on parle et comment ça se crée, comment on crée la protection de ressources avec un chien, parce qu'on va avoir deux cas de figure, enfin, principaux, mais on va avoir chien-chien, donc un chien qui va être en train de manger, un congénère arrive, s'approche de la gamelle, et celui qui est en train de manger, il remonte les crocs, se met à grogner, etc. Ça peut arriver une fois de temps en temps, par exemple, et on va considérer que bon, c'est aussi normal de protéger son assiette, hein, aussi. On n'aime pas forcément avoir quelqu'un qui vient piocher dans notre assiette. Et on peut dire, oh, c'est à moi, quoi. Bon, le chien fait un petit peu pareil. Par contre, le chien, donc on parlait chien-chien, le chien qui va systématiquement et en permanence se mettre à adopter ce type de comportement quand un autre congénère s'approche. Là, par contre, on est dans un trouble du comportement. Oui, tout à fait. Mais maintenant, ce trouble du comportement peut être aussi lié au comportement de l'autre chien. Admettons, on a une famille avec deux chiens et il y a un des deux chiens qui vient systématiquement s'approcher de la gamelle de l'autre chien. Mais qui est le chien qui est problématique dans l'histoire? Est-ce que c'est celui qui grogne pour protéger sa ressource ou est-ce que c'est celui qui constamment s'approche de la ressource de l'autre? Donc dans un cas comme ça, surtout sur de la nourriture chien-chien, il y a une façon radicale et très facile de régler les choses, en fait, c'est simplement de faire manger les chiens dans des espaces séparés. Soit dans des pièces séparées, soit avec suffisamment d'espace pour que chacun soit confortable. Et pour s'assurer qu'il n'y en ait pas un qui veuille aller voir, dans la gamelle de l'autre, tout simplement. Comme ça, on met la paix à la maison, hein, dans ces situations-là. Tout à fait.
C'est mieux, il vaut vraiment mieux ça que, de vouloir absolument que les chiens puissent manger côte à côte, se battre vis-à-vis de ça. On fait en fait qu'amplifier le problème en faisant ça. On va créer des comportements qui vont être de plus en plus forts. Sachant que moins un comportement va pouvoir se produire et moins il va se renforcer. Donc moins le chien va être en stress, en train de devoir protéger sa gamelle parce que l'autre va toujours vouloir venir manger, moins il aura à la protéger, moins il sera méfiant, moins il sera stressé, et mieux l'entente finalement, se fera entre les 2 au De fil du toute temps. façon, de base, un chien doit pouvoir manger dans un environnement calme, à l'écart des endroits de passage, parce que quand il mange, il est entre guillemets il assouvit un besoin primaire et il est aussi en position de faiblesse parce que les 3/4 du temps, on donne à manger au chien dans une gamelle. Quand il a le nez dans la gamelle, il a les yeux qui sont pris par le bord de la gamelle, donc la vision est limitée. Il a le nez dans les croquettes ou dans l'alimentation qui sent super bon, donc l'odorat est aussi très occupé. Et en plus, il s'entend manger puisque ça fait un peu caisse de résonance dans la gamelle. Donc, il peut être surpris s'il est dans un environnement où il y a du passage, où il y a des enfants qui vont courir à proximité, etc. Il peut être surpris et donc il peut être amené à protéger effectivement son bien, qui est précieux à ce moment-là. Donc, de base, pour ne pas renforcer ce type de comportement, de base, quand on a un chiot, quand on a un chien, on lui donne à manger dans un environnement calme, loin du passage, et on lui laisse tranquille. Donc ça va être un gros apprentissage à faire avec les enfants notamment. C'est ça. Les enfants, l'apprentissage et la phrase clé, c'est on laisse le chien tranquille. Quand le chien mange, quand le chien même joue avec un jouet, avec n'importe quoi, quand le chien mastique, on laisse le chien tranquille. Les jouets du chien sont ceux du chien et les jouets des enfants sont ceux des enfants. Parce on va régulièrement entendre des personnes qui pensent en bien faire, hein, c'est toujours pareil quand on ne sait pas, on fait et c'est Mmh, pas anormal. mmh. Les gens vont penser qu'en mettant plusieurs fois la main dans la gamelle, ils vont justement éviter à leur enfant plus tard de se faire mordre si par hasard l'enfant va dans la gamelle du chien. Mais il faut prendre la chose à l'inverse, c'est à l'enfant qu'il faut apprendre à ne pas C'est ça, approcher et c'est au chien qu'il faut ne pas apprendre à se méfier. tout à fait. En fait, clairement, un chien, si jamais on s'est approché de sa gamelle, s'il a jamais eu de problème, il développera jamais de protection de ressources sur les humains. Il y a pas de raison. Donc, mettre la main dans la gamelle de son chien pour vouloir lui apprendre à partager, en fait, c'est le meilleur moyen de lui créer un stress vis-à-vis de la nourriture, de faire en sorte qu'il va manger plus vite, qu'il va avoir peur qu'on lui prenne ce qu'il mange, en fait. Même si on retire rien de la gamelle, on a quand même créé un enjeu autour de cette gamelle. Donc, on s'approche pas de la gamelle du chien, c'est tout. Il mange et surtout quand il est chiot et quand il sera adulte, il y a pas de problème. On peut passer, très bien à côté. À partir du moment où on n'a jamais créé d'enjeu vis-à-vis de la gamelle du chien, ça n'a jamais été un stress pour lui, on peut passer à côté du chien qui mange sans que ça ne soit un danger. Mais justement, Après, on il y a pourrait beaucoup. peut-être, Pardon. vas-y Stéphanie, non, dis? Non, j'allais dire, après, il y a beaucoup de. Il y a cette idée reçue qui est de je vais, quand j'ai un chiot, quand je viens d'avoir un chiot, un chien, généralement avec les chiots, il est souvent, on entend souvent, malheureusement, parce que c'est complètement erroné, on va mettre la main dans la gamelle du chiot, ou on va lui reprendre la mastication pour que si jamais un jour il va manger n'importe quoi, un truc dans la rue, etc., et que c'est dangereux, qu'on puisse lui retirer sans problème de la gueule. Et en fait, au lieu en fait, ce qu'on veut apprendre aux chiots, c'est plutôt un éducatif qui est de l'ordre de tu laisses ou pas toucher. Et en fait, on développe de la protection de ressources en faisant ça. Donc, en voulant appliquer soi-disant une méthode pour pouvoir faire quelque chose de bien plus tard, on fait surtout quelque chose de mal in fine. Et puis surtout, c'est le meilleur moyen pour que quand le chien trouve quelque chose, il l'avale le plus rapidement C'est possible ça avant aussi. qu'on ait pu le Tout à fait. récupérer. Bah oui, parce que On a on trouve, rien on a de soigné la C'est du comme tout. ça valeur. qu'on a des comportements derrière, effectivement, où il y a un chien qui va Voilà, manger tout et n'importe quoi et se mettre en danger même, c'est ça. parce que c'est un comportement qui aura été, provoqué. Bah oui, parce que tout aura une valeur extraordinaire et tout sera un trésor. Mmh mh. De la même manière, je rebondis puisque tout à l'heure je parlais, du fait, d'augmenter la valeur de quelque chose. Le fait de devoir travailler pour obtenir quelque chose, ça augmente aussi sa valeur, clairement. Donc le fait, de devoir se mettre, assis, pas bouger et cetera avant d'avoir sa gamelle ou avant d'avoir, une friandise ou, d'avant d'avoir son jouet et cetera, ce sont également toutes des choses qui augmentent la valeur de la ressource et donc qui vont, augmenter le risque de développer de la protection de ressources. Dans les petites choses, d'ailleurs, on parlait du chiot, mais c'est valable pour l'adulte aussi, mais, des dans les des petits trucs des fois tout bêtes, mais ça va être que quand un chien alors
Le premier conseil, c'est sûr, on lui fiche la paix, qu'il a un jouet ou autre chose avec lui, on le laisse avec sa mastication alimentaire, avec sa gamelle, avec son jouet, on lui fiche la paix, on le laisse avec. Mais si par hasard, on a besoin de récupérer quelque chose, ça va être toujours d'utiliser le troc avec justement une friandise avec une valeur géniale. Qui va Je être fais super une marrant. image, mais si on doit donner un morceau de bavette ou un steak à un chien ou à un chiot en échange d'un jouet, on le fait. Parce que pour lui, troquer, c'est OK, c'est je gagne quelque chose, je ne perds rien. Et dans ces cas-là, oui, on pourra un jour, si besoin, récupérer quelque chose que son chien aura pris. Je dis n'importe quoi, le chien a pris la télécommande et au lieu de sauter sur son chien en lui disant prends-moi, rends-moi la télécommande, tu vas la casser, et donc de l'engueuler, de créer du stress, etc. dans une situation, et aussi de développer une protection de ressources, parce que pour le chien, la télécommande qu'il a attrapée, c'est juste un trésor. Point, c'est un objet, pour lui, c'est juste un objet, un bâton, ce serait pareil. Mais si là, on utilise le troc pour sauver la télécommande en donnant au chien un super morceau de steak, ben voilà, on récupère la télécommande, on ne met pas de stress sur la situation, le chien n'a pas perdu, il a gagné une récompense en plus à forte valeur, et la situation repart en paix, et on n'a pas créé de protection de ressources. Tout à fait. Tout à fait. Dans les exemples, si on parle chien humain, comme ça, si on essaye de résumer un petit coup, je ne sais pas, Charlotte ou Stéphanie, hein, mais comment on crée chien humain, voilà, protection de ressources, chien humain, on en a déjà évoqué là, mais si on essaye de résumer un petit peu différents types de situations classiques qui vont nous amener ce comportement-là à risque. Comment on le crée? Beh, c'est tout ce qu'on a déjà dit jusqu'avant. Donc c'est, Ouais. créer un enjeu vis-à-vis de la ressource, donc aller mettre, sa main dans la gamelle, récupérer des choses dans la gueule du chien et cetera. Faire en sorte que la nourriture ait beaucoup de valeur, soit en le faisant travailler pour avoir sa nourriture, soit en faisant en sorte qu'elle soit rare, c'est-à-dire, qu'il mange pas suffisamment ou qu'il mange pas suffisamment souvent ou pas de bonne qualité. Donc ça, voilà, ce sont toutes des choses qui sont susceptibles de créer de la protection de ressources. Manger, le chien qui mange dans un endroit bruyant aussi, où on s'énerve, enfin voilà, dès qu'il y a du stress qui va être lié au moment de manger, eh bien, le chien va être susceptible de développer de la protection de ressources. Et là, en t'écoutant, je suis en train de penser aussi aux chiens qui viennent d'ailleurs, aux chiens qui ont connu le refuge, aux chiens qui ont connu tout ça. Bon, bah, je pense forcément aux chiens d'ailleurs, aux chiens qui ont vécu parfois dans les rues, qui ont dû se battre pour manger, qui ont été ensuite dans des chenils avec parfois beaucoup de chiens au même endroit, et donc devoir se battre finalement pour avoir les croquettes de la gamelle, hein, parce que parfois c'est une gamelle et 5, 6, 7, 8 chiens autour, et il faut se débrouiller pour manger à sa faim. Donc ça, c'est des chiens qui ont un potentiel ensuite, une fois adoptés, de développer quand même une protection de ressources qui est présent, et c'est bien pour cela, c'est là que tous les petits conseils qu'on peut donner dans cette capsule sont importants, parce que c'est des familles qui vont directement devoir mettre en place finalement des choses pour surtout ne pas montrer au chien nouvellement arrivé, fraîchement adopté, qu'il a quelque chose à craindre, et essayer progressivement et avec le temps de lui faire oublier, ça évidemment, finalement, c'est un travail global, hein, bien sûr, sur la baisse du stress et tout ça, mais on va prendre en compte quand même cet élément-là, quoi, dès le début. Oui. Oui, Ou un et il un faut chien qui a aussi été penser. malade, tu vois? Un chien qui a eu la gardiose ou un autre parasite intestinal, qui fait qu'il a eu beau manger quand il était petit, en fait, la nourriture, pardon, a été un stress. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Exact. Penser aussi à multiplier les ressources. Qu'il n'y ait pas qu'un jouet dans la maison, qu'il n'y ait pas qu'une mastication disponible, mais qu'il y en ait plusieurs, qu'il ait le choix. Mmh. Si Plus on cette a chose est à rare, si cette disposition, chose est unique, ça peut aussi forcément, ça peut aussi développer la protection de ressources. Si j'ai le choix et que j'ai pas de problème et que je peux en trouver aussi bien dehors que dedans sans souci, déjà ça sera moins quelque chose de rare et ça sera moins, il sera moins obligé de protéger cette chose. mmh. Clairement, Bon, tu as tout à fait raison. D'autres tips aussi, ça peut être si on a un chien qui a déjà de la protection de ressources, parce qu'on a beaucoup parlé de prévention. Maintenant, voilà, c'est ancré chez mon chien, qu'est-ce que je fais? La première chose à faire, on l'a déjà bien débattu, c'est le laisser tranquille, lui ficher la paix, lui donner à manger dans un endroit calme, multiplier la ressource, très bien. Et parfois, changer le support de nourriture. Donc, plus donner dans une gamelle, mais donner sur un tapis de fouille ou les croquettes éparpillées ou réhydrater sur un tapis de léchage. Donc voilà, ça, c'est des petites astuces qui peuvent permettre parfois, si le problème n'est pas trop ancré, de pouvoir régler le souci. Et si ces petites astuces ne permettent pas de régler le souci, ben là, il y a qu'une seule chose à faire, consulter un mmh, professionnel qui vous aidera, quelqu'un de bienveillant qui vous aidera, heu, pour régler la situation. ça, c'est il y a pas le choix, on le dit à chaque fois et dans chaque capsule, hein, de toute façon, se faire aider, c'est un essentiel dans beaucoup de situations.
Bon, on va peut-être en rester là, à moins que vous ayez un truc qui vous vient en tête, mais je pense que on a fait le tour un petit peu du sujet. Avec ce conseil à garder, hein, dernier conseil, effectivement, allez voir un comportementaliste canin si vous n'arrivez pas à le résoudre ou si ce comportement apparaît et que voilà, ça devient problématique. Si vous avez des enfants, consultez directement parce que c'est tout de suite qu'il faut mettre des choses en place pour éviter que ça perdure et le risque est trop grand. Les choses à mettre en place finalement ne sont pas si compliquées que ça. Ça peut l'être dans certaines situations, mais dans d'autres, ça peut être simple de modifier des habitudes de vie. Donc, Et le il stress général augmente Voilà. la protection de ressources parce C'est ce que que j'allais dire, surtout ne pas crier si le chien grogne, si le chien monte les dents, c'est qu'il exprime un mal-être et qu'il est à prendre en considération. Et que de hurler parce qu'il a montré les dents, grogné après un enfant ou parce qu'on a eu peur, etc., même si ça reste peut-être humain, entre guillemets, comme réaction, ça ne fait que rajouter une couche supplémentaire d'angoisse, de stress à gérer pour le chien et il ne peut pas comprendre. Lui, son comportement est tout à fait normal pour lui. Et donc, le tout, c'est nous humains qui avons la capacité de raisonner et d'analyser la situation et de se dire, OK, il y a un truc qui ne va pas, il exprime quelque chose, pourquoi, comment, où, à quelle heure, etc. Et qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Parce qu'il exprime un mal-être. Et donc surtout sur le moment, c'est: «Waouh, je te veux rien», C'est on ça, détourne la tête, ça on peut le c'est faire, on ça. détourne la On tête, laisse on s'en va tomber, faire autre on s'en chose, va et on réfléchit c'est et on ça. prend ça en charge après, quoi. Et ce n'est pas une attitude laxiste ni je mets la poussière sous le tapis et je m'en vais, c'est pas ça du tout. C'est juste que sur le moment, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire à part le laisser tranquille. Et après, posément, se poser, enfin voilà, mettre les choses à plat, Urbanisation. analyser et qu'est-ce que je peux faire, pourquoi il a fait ça, ou comment, à quelle heure, et se faire aider par un professionnel à jour dans ses connaissances, quand Bah, effectivement, qui surtout n'ira pas, engueuler le chien, clairement, hein, oui, voilà, n'aura pas à pchiter de l'eau sur le voilà. chien qui grogne, n'aura pas à mettre un collier étrangleur au chien pour le À, saquer au collier à et le jour faire dans ses taire. connaissances, Surtout, nous sommes surtout, surtout, d'accord. surtout pas ça, hein. On va, Nous sommes écouter ce qu'on a dit d'accord. précédemment. et On va puis pas rentrer dans ce touj débat-là, mais voilà, surtout Non, pas ça. toujours bien garder en tête que grogner et montrer les dents, c'est de la communication c'est ça, et que si on empêche la communication, le chien, OK, il va se faire engueuler, il n'osera plus communiquer, donc il va plus grogner, mais ce qui va se passer, c'est qu'il risque de mordre c'est parce ça, qu'il n'aura Directement. plus cette possibilité de communiquer. Il va prendre sur lui jusqu'au moment où il saura plus prendre sur lui, en fait. c'est ça. Donc enguirlander un chien qui grogne, c'est la meilleure façon d'avoir un chien qui mord. Tout à fait. Bah, je crois que ça fait une belle Voilà. conclusion. Voilà, mot de On va la en fin. rester là-dessus et puis, bah, on se voit sur une prochaine, du coup. Avec plaisir. À la À bientôt. prochaine! Salut. Bon, au revoir.